So, good afternoon and good morning, everyone. Welcome to our 8th webinar in our webinar. Bonjour et bienvenue dans le 8e webinaire de notre série « Les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées ». Je m'appelle Tania McDonald, je vais animer cette séance. Je me trouve à mon domicile d'Ottawa, qui est situé sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Je suis reconnaissante de prendre la parole depuis ce territoire aujourd'hui. Cette série de webinaires est basée sur le rapport « Repenser les soins aux personnes âgées », publié l'an dernier, au mois de juillet, qui porte sur les pratiques prometteuses dans les 6 domaines suivants: préparation, prévention effective, réponse à la pandémie et capacité de mobilisation, planification des soins COVID-19 et non COVID-19 et présence des familles. Comme d'habitude, nous sommes heureux d'offrir ce programme avec nos partenaires, le Conseil de BC Patient Safety and Quality Council, l'Association des foyers de soins infirmiers du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, nous avons décidé de changer de thème. Nous avons invité le Dr. Brana Warshawski à présenter, faire un exposé au sujet de la COVID-19 et de l'influenza, puisque la saison de la grippe approche. Donc, je vais donner la parole à la Dr. Warshawski. Merci beaucoup, Tania. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je me trouve à London, Ontario, qui est sur le territoire non cédé des Anishinaabe, Haudenosaunee, Huron-Wendat. Alors donc, passons à la diapositive suivante. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je vais évoquer les éléments suivants. Tout d'abord, un survol de ce qu'est l'influenza. Par comparaison aux autres virus respiratoires, je vais rapidement évoquer les vaccins contre l'influenza. Et puis ensuite, je vais vous proposer quelques éléments de préparation à la prochaine saison des virus respiratoires dans vos foyers de soins de longue durée et autres lieux de vie collective pour les aînés. Et enfin, vous parler des nouveautés en matière de vaccins contre la COVID-19 et des autres interventions. Parlons tout d'abord de l'influenza et des autres virus respiratoires, quelques éléments fondamentaux pour alimenter notre discussion. Il existe un grand nombre de virus respiratoires qui circulent pendant une année donnée. L'influenza A et B n'en est qu'un seul. Il y a également le virus respiratoire syncytial, plusieurs autres virus et puis récemment la COVID-19. Ces virus se ressemblent, ils se propagent de la même manière, les gouttelettes et les contacts proches, mais nous savons que, au moins pour la COVID-19 et l'influenza, ils peuvent également se propager par aérosol, c'est-à-dire le fait d'être dans le même espace d'air que quiconque. Il y a également certaines transmissions par contact, le fait de serrer la main ou de toucher un objet qu'une autre personne a déjà touché. Ce n'est peut-être pas la voie de transmission principale, mais cela peut s'appliquer à certains virus. Tous ces virus peuvent créer des épidémies dans les foyers de soins de longue durée, mais certaines causent des maladies plus graves. La COVID-19 est la plus grave, suivie par la grippe et le virus respiratoire syncytial qui peut également causer des flambées considérables. Les autres virus peuvent également causer des flambées, mais ressemblent davantage au rhume courant, mais chez les personnes âgées fragiles, ils peuvent également avoir des conséquences graves. Comme vous savez, l'an dernier, le principal vaccin en circulation était la COVID-19. Nous avons sauté une année d'exposition au virus respiratoire, ce qui pourrait nous rendre davantage susceptibles. L'an dernier, il n'y a pas eu d'influenza du tout. Nous avons donc sauté une année d'immunité à ce virus. Il est donc par conséquent possible que lorsqu'il apparaîtra cette année, nous serons davantage susceptibles et que la saison de la grippe pourrait être plus virulente. La vaccination, nous avons des vaccins contre l'influenza et la COVID-19. Voici un graphique de l'Agence de santé publique du Canada montrant à quel point l'influenza a été quasi absent l'an dernier. À gauche, le nombre de tests de dépistage de l'influenza et d'autres virus. La ligne noire pointillée entourée de gris, c'est le nombre moyen de tests réalisés chaque année
l'influenza. Et la ligne brisée bleue, c'est le nombre de tests qui ont été faits l'an dernier. Donc, l'an dernier, nous avons beaucoup testé pour dépister l'influenza, mais quant au nombre de cas qui a été décelé, que l'on trouve à droite, donc la ligne pointillée noire entourée de gris, c'est le pourcentage moyen de positivité, le pourcentage des tests d'influenza qui obtiennent des résultats positifs chaque année. Vous voyez que nous avons atteint un pic de 25% pendant une année donnée vers la fin décembre, début janvier. Or, la ligne pour l'an dernier, c'est une petite ligne bleue brisée, tout à zéro. Essentiellement, elle ne figure même pas sur ce graphique. Même s'il y a eu beaucoup de tests l'an dernier, nous avons constaté pratiquement pas d'influenza. Pourquoi? À cause des précautions de lutte contre la COVID-19. Ces précautions ont été tellement efficaces dans la prévention de la transmission qu'elles ont pu enrayer la propagation d'autres virus qui ont tendance à être moins contagieux que la COVID-19. Si vous essayez de prévenir la diffusion de la COVID-19 et que vous y parvenez, eh bien, il y a plus de chances que vous pourrez prévenir la transmission d'autres virus comme la grippe. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. À présent, un survol de l'influenza, parce qu'on a tellement parlé de la COVID, nous voulons nous assurer que chacun comprend un petit peu la virologie de l'influenza. L'influenza comporte deux grands types, A et B. L'influenza A comporte un certain nombre de sous-types basés sur des protéines à l'extérieur des virus, les hémoagglutinines. Il existe un certain nombre de combinaisons d'hémoagglutinines, H1N1, H3N2, tous ces types qui circulent souvent chez l'oiseau ou chez d'autres types d'animaux. Chez l'humain, il y a deux sous-types en particulier qui circulent chez l'être humain. Donc, les fameux H1N1 et H3N2. Dans une année donnée, le virus H1N1, le virus H3N2 peut circuler. Parfois, il y a une combinaison des deux. Il y a une alternance, parfois une prédominance. Au sein de chacun de ces deux sous-types, H1N1 et H3N2, il y a également des mutations. Il y a constamment des mutations. C'est pourquoi chaque année, nous devons produire un nouveau vaccin contre la grippe parce que parfois, il y a des changements dans les souches qui circulent à cause de ces mutations constantes au sein de chaque sous-type. Alors, du côté de l'influenza B, nous avons deux souches, la souche de Victoria et la souche Yamagata. Au sein de chacune de ces souches, il y a de multiples types différents de virus à cause des mutations. L'une de ces souches ou l'autre, ou les deux, circulent dans une année donnée. C'est pourquoi dans la plupart de nos vaccins contre la grippe, surtout ces jours-ci, il y a 4 souches qui sont représentées. Une appartenant au sous-type H1N1, une autre appartenant au sous-type H3N2, de l'influenza A, de la grippe A, et puis ensuite une souche provenant de la filière Yamagata et une de la filière Victoria. Voilà nos vaccins quadrivalents. Les vaccins trivalents, il n'y en a qu'un seul disponible cette année. Le vaccin trivalent avec adjuvant a tendance à choisir l'une des deux souches B et les deux souches A. Un des deux sous-types A. Donc, un vaccin trivalent comporte H1N1, H3N2 et l'une des souches B, un vaccin quadrivalent comporte H1N1, H3N2 et les deux souches B. Alors, la grippe, comme vous le savez, circule chaque année, sauf l'an dernier. Entre novembre et avril, elle a tendance à arriver dans la communauté, puis causer des maladies pendant 2 ou 3 mois, puis s'estomper. Les symptômes sont une apparition soudaine de fièvre, tout écoulement nasal, douleur musculaire, fatigue, maux de gorge. La fatigue est particulièrement prononcée. C'est la sensation d'avoir été renversé par un camion. On se sent obligé de saluter. Les symptômes gastro-intestinaux, vomissements, diarrhée, ne sont pas classiques. Si vous avez une flambée, une éclosion de diarrhée, de vomissement dans votre foyer, c'est dû à d'autres virus, le norovirus, le rotavirus en général. Mais les jeunes enfants peuvent présenter des symptômes gastro-intestinaux, diarrhée, vomissement avec leur influenza parce qu'ils ont tendance à présenter de la diarrhée, du vomissement avec beaucoup de maladies. En général, les symptômes de l'influenza sont respiratoires et caractérisés par une grande fatigue. La diarrhée et les vomissements
se présente que chez les enfants. En général, l'influenza dure de 2 à 7 jours. La plupart des gens sains se sentent mieux après cela et peuvent reprendre leurs activités normales. Toutefois, il peut y avoir des complications de l'influenza. Que voici. Donc, les complications de l'influenza sont en général, soit la pneumonie causée par le virus ou par le fait qu'après avoir eu la grippe, vous êtes plus susceptible d'infections bactériennes qui peuvent entraîner la pneumonie. L'influenza peut également aggraver une maladie pulmonaire chronique ou une maladie cardiaque chronique. L'influenza peut également causer d'autres complications, infection de l'oreille, infection des sinus, manifestations cardiaques, manifestations neurologiques. Au Canada, on estime que dans une année moyenne, la grippe entraîne une moyenne de 12 200 hospitalisations, environ 3 500 décès, la plupart des décès étant enregistrés chez des adultes plus âgés. Les personnes qui sont les plus susceptibles aux complications sont les personnes souffrant de problèmes médicaux chroniques sous-jacents, maladies cardiaques, maladies pulmonaires, diabète, cancer, conditions immunosuppressives. Plus l'on est âgé, plus on est susceptible aux complications. Les personnes très âgées, très fragiles sont les plus susceptibles. On peut également constater des complications chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, de moins de 5 ans. Les femmes enceintes courent des risques accrus de complications de l'influenza au fur et à mesure que la grossesse avance, surtout de la deuxième moitié de la grossesse. Populations autochtones courent davantage de risques de complications de l'influenza. C'est peut-être attribuable à des affections sous-jacentes ou à l'accès aux soins de santé ou aux conditions de vie qui entraînent une plus grande propagation de l'influenza à cause de la promiscuité. Et l'obésité est un facteur de risque connu, surtout de l'influenza pandémique. Alors, voici quelques-unes des différences entre la COVID-19 et l'influenza, puisqu'il s'agit des 2 virus qui nous préoccupent le plus. Les symptômes sont semblables. En général, ils sont respiratoires, fièvre, fatigue, toux. La perte de l'odorat et du goût sont spécifiques à la COVID-19. Il ne s'agit pas d'un symptôme de l'influenza. Le mécanisme de propagation est semblable, propagation par gouttelettes, par aérosol et par contact. Donc, les gouttelettes sont dans un rayon de 2 mètres, mais on reconnaît de plus en plus l'importance de la transmission par aérosol, la propagation dans le même espace d'air. Il s'agit d'une méthode de propagation de la COVID, mais nous nous rendons compte que la grippe se répand vraisemblablement par ce moyen également. Il ne s'agit pas simplement d'approcher les personnes, mais de se trouver dans le même espace d'air. Et puis, il y a dans une certaine mesure une propagation par le contact, le fait de toucher des objets communément. Ce n'est pas un moyen de transmission aussi efficace, mais malgré tout, c'est un moyen de transmission pour la grippe et la COVID. Il faut s'assurer que l'environnement soit nettoyé, les objets que touchent plusieurs personnes sont maintenus propres afin d'éviter la transmission. Quant à la communicabilité, la COVID est plus infectieuse que l'influenza. C'est pour ça, comme je l'ai dit auparavant, si nous mettons en place des précautions pour enrayer la propagation de la COVID-19, eh bien, nous pouvons ainsi enrayer celle de la grippe. C'est pourquoi l'an dernier, il y a eu très, très peu de circulation de l'influenza. Quant à la gravité, nous savons que la COVID-19 peut être plus grave. Le nombre de décès parmi les cas identifiés est plus élevé pour la COVID-19 que pour l'influenza. Les vaccins, fort heureusement, nous pouvons maintenant dire que les vaccins sont disponibles pour les 2 affections, grippe et COVID-19, mais utilisent des technologies différentes, des technologies de fabrication. Les médicaments antiviraux qui peuvent être utilisés pour traiter l'influenza et dans le cadre d'épidémies de prévention, ces médicaments sont largement disponibles dans le cas de la grippe. Nous les utilisons pour la prévention, en particulier dans le cadre des flambées dans les foyers de soins de longue durée et résidences pour aînés. Il existe des médicaments antiviraux qui sont à l'étude pour la COVID-19, aussi bien pour le traitement que pour la prévention, et nous y viendrons dans un instant, surtout en ce qui concerne le traitement. Les tests sont disponibles pour la grippe, pour le SRAS-CoV-2, pour d'autres virus respiratoires. Le même écouvillon peut être utilisé pour tester la présence de tous ces virus. Et pendant une épidémie, les cohortes
n'était pas fréquemment utilisé pour les épidémies de grippe, c'est-à-dire l'isolement de groupe. On utilise beaucoup plus souvent les cohortes pour les épidémies de COVID-19, mais on peut utiliser cela pour lutter contre les flambées d'influenza et nous y reviendrons. Alors, à présent, parlons des vaccins contre l'influenza. Chaque année, un vaccin contre l'influenza est créé en prévision des souches de l'influenza susceptibles de circuler. Comme je l'ai dit, le vaccin quadrivalent comporte 4 souches, le vaccin trivalent 3 souches. Le vaccin contre l'influenza aide à prévenir la grippe et, puisque vous n'êtes pas infecté, cela réduit également la possibilité non seulement d'être infecté, mais également de propager l'infection à d'autres personnes. Le vaccin est efficace à environ 50%. Le vaccin sur la grippe n'est pas aussi efficace que d'autres vaccins, mais il réduit la probabilité d'être infecté d'environ 50%. Mais cela dépend de certain nombre de facteurs, y compris la concordance entre la souche du vaccin et la souche en circulation. Donc, il faut préparer le vaccin en prévoyant les souches qui vont circuler pendant l'année à venir. Si les souches du vaccin correspondent à celles qui sont en circulation, le taux d'efficacité est plus élevé. C'est un défi pour cette année parce que puisqu'il n'y avait pas de circulation d'influenza l'an dernier, il est difficile de prédire quelles seront les souches qui vont circuler pendant la saison à venir. Il y a également le type de vaccin qui est important dans l'efficacité et c'est très important, les conditions médicales sous-jacentes ou l'âge des patients ou des résidents. Alors, donc, les personnes plus âgées présentant des affections médicales sous-jacentes peuvent réagir moins bien au vaccin contre la grippe. Il est très important d'être vacciné chaque année, mais c'est particulièrement important pendant les années où la COVID-19 représente un problème parallèle. En se faisant vacciner, on va réduire donc la double épidémie de influenza et COVID-19, donc le risque de co-infection. Cela va réduire donc le risque de propagation de l'influenza dans les foyers de soins de longue durée et les résidences pour aînés, ce qui va éviter la confusion avec la COVID-19. Et cela va réduire la possibilité de co-infection, influenza et COVID-19, ou la présence de flambée des deux virus dans le même établissement. Puisque les deux virus peuvent causer des maladies graves, leur conjonction dans le même membre du personnel, le même résident, a beaucoup plus de chances de causer des maladies très graves. Rien ne prouve que le vaccin contre l'influenza est la COVID-19, positif ou négatif. Nous savons à présent que le vaccin contre la COVID-19 peut être administré en même temps que le vaccin contre l'influenza et d'autres vaccins, ou avant ou après. Alors, il est très important cette année d'encourager et de soutenir le personnel et les résidents à recevoir le vaccin contre l'influenza dès qu'il est disponible. Pour la saison à venir, le vaccin devient juste disponible à l'instant. Alors, voici les différents types de vaccins contre l'influenza. C'est un peu compliqué, donc les éléments clés à retenir. Il y a des vaccins quadrivalents, 4 souches, mais il existe un vaccin trivalent qui est disponible. Parmi les vaccins quadrivalents, qui peuvent être réalisés à partir de plusieurs mécanismes. La plupart sont développés à base d'œufs, mais il peut y avoir d'autres technologies disponibles comme les cultures à base de cellules ou d'autres technologies. La plupart des vaccins sont désactivés, surtout le vaccin qui est utilisé par voie nasale chez l'enfant. La plupart des vaccins utilisent une dose standard de virus de 15 microgrammes par souche. Toutefois, il existe un vaccin à haute dose qui comporte 4 fois la quantité d'antigènes par souche, plutôt que d'avoir 15 microgrammes par souche. Le vaccin à haute dose comporte 60 microgrammes par souche. Ce vaccin est particulièrement recommandé pour les adultes de 65 ans et plus. Il est important de noter que quand vous utilisez ce vaccin, la dose est différente. Si vous utilisez le vaccin à haute dose, plutôt que de donner 0,5 millilitres pour le vaccin à haute dose, vous administrez 0,7 millilitres.
C'est très important de se rappeler ça lorsque vous utilisez le vaccin quadrivalent à haute dose. La première année que ce vaccin à haute dose est la formule quadrivalente. Antérieurement, il s'agissait d'un vaccin trivalent. Puisqu'il s'agit d'un vaccin quadrivalent, il faut à présent administrer à raison de 0,7 millilitres. L'autre vaccin recommandé pour les personnes âgées est un vaccin trivalent adjuvanté, le Fluad. L'adjuvant est une substance qui renforce la réaction immunitaire chez les adultes plus âgés. Nous savons qu'à cause de l'âge, le vaccin ne fonctionne pas nécessairement aussi bien. Donc, le vaccin à haute dose, quadrivalent à haute dose et le vaccin trivalent adjuvanté visent à renforcer la réponse immunitaire chez les aînés. Cette année, nous savons que le vaccin à haute dose est offert à tous les foyers de soins de longue durée dans les provinces et territoires. Donc, c'est un vaccin que vous pourrez très bien administrer aux personnes âgées de 65 ans et plus dans les résidences de soins de longue durée. Nous savons que tous les vaccins contre la grippe approuvés selon peuvent être tous les vaccins contre la grippe approuvés selon l'âge sont recommandés pour une utilisation pendant la grossesse, à l'exception du Flumist. Les deux vaccins prévus pour les personnes âgées, bien sûr, il n'y a pas de femmes enceintes pendant cette catégorie d'âge, mais tous les autres vaccins sont utilisables chez les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse. C'est important pour donc les membres de votre personnel. À présent, parlons de la préparation à la prochaine saison des virus respiratoires. Vous avez certainement déjà réfléchi. Donc, bon nombre des mesures prises pour la pandémie de COVID-19 pour maîtriser donc les flambées de COVID-19 s'appliquent également à d'autres virus respiratoires. Alors, ce que nous faisons pour prévenir l'introduction de la COVID-19 dans les résidences, prenez les foyers de soins de longue durée, ces mesures vont également prévenir l'introduction d'autres virus. Dépistage, test rapide de toute personne présentant des symptômes, c'est une excellente façon de déceler précocement une flambée. S'assurer que le personnel malade reste à la maison, cela réduit le risque que le personnel introduise la COVID-19 ou un autre virus dans le foyer. Nous savons bien sûr que l'on peut avoir la COVID-19 sans symptômes, ça c'est un autre risque. La même chose peut s'appliquer à la grippe. Les personnes peuvent être infectées par la grippe sans avoir de symptômes. C'est pourquoi il est très important d'être vacciné par ailleurs. Les mesures de prévention et de contrôle de l'infection sont essentielles pour la prévention de la COVID-19 et également pour la prévention d'autres infections. Alors donc, distanciation physique, éviter le partage d'outils, port universel du masque par le personnel et par les résidents si possible. Nous savons que cela contribue à prévenir la transmission d'un membre du personnel, un résident ou entre membres du personnel. Et si vous avez un bon masque bien ajusté avec une bonne filtration, cela peut également empêcher que le résident ou le membre du personnel soit infecté. Donc, maîtrise de la source, mais également, s'il s'agit d'un masque bien ajusté, cela peut également prévenir l'infection pour la personne qui porte le masque. Très important d'utiliser un équipement de protection individuelle à proximité d'un résident malade. Les membres du personnel malade ne devraient pas être présents, mais si vous soignez un résident malade, donc équipement de protection individuelle, masque, etc., amélioration du nettoyage de la désinfection, donc nettoyage des sources communément touchées, hygiène des mains fréquentes et adéquate, c'est essentiel pour toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections. Éviter de toucher le visage en tout temps, ça peut également réduire la possibilité de transmission. Pratique correcte de tout et d'éternuement, port du masque, et puis donc cohorte pendant une épidémie, cela peut être utilisé également. Alors, sur la diapositive suivante, on trouve des éléments qui sont pertinents pour la préparation de la prochaine saison de l'influenza et des virus respiratoires. Alors, nous allons parler d'abord de la vaccination contre l'influenza et de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 en même temps. Comme vous le savez, il a récemment été recommandé de recourir à des doses de rappel. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, on a récemment recommandé d'utiliser pour les doses de rappel, pour les foyers de soins de longue durée, cela a été mis en place dans plusieurs foyers. Il a été également recommandé que donc pour les foyers de soins de longue durée
et pour les résidences de milieux de vie commune pour les personnes âgées, donc y compris les résidences pour aînés. Cette dose de rappel vise à offrir une immunité contre la COVID-19. Il est tout à fait acceptable d'administrer le vaccin contre l'influenza et le rappel de vaccin contre la COVID-19 en même temps, ce qui permettra éventuellement de procéder plus efficacement à ces deux vaccinations. Il est très important d'utiliser des seringues différentes et d'administrer les vaccins dans des sites différents. Et il ne faut pas utiliser, il faut que les produits sont bien distincts. Donc, voici quelques idées pour séparer les produits. Et on peut s'assurer que les produits sont étiquetés correctement. Donc, on peut utiliser des couleurs différentes, écrire influenza ou grippe sur l'étiquette, et puis avoir une autre couleur. Et puis, toujours administrer les vaccins dans le même ordre. Alors, administrer le premier vaccin, mettons la grippe dans le bras droit et le vaccin contre la COVID dans le bras gauche. Donc, il faut que les règles soient absolument normalisées. La première dose sera toujours le vaccin X dans le bras droit et ensuite toujours le vaccin Y dans le bras gauche. Il y a des éléments qui seront peut-être utiles dans votre foyer, c'est d'avoir deux personnes différentes qui administrent le vaccin. Alors donc, une personne qui administre dans le bras droit et l'autre qui le donne dans le bras droit. Et vous le faites en même temps, donc c'est très facile de suivre cela. Si vous voulez séparer les vaccins, c'est une stratégie qui est utile pour vous. Vous pouvez les administrer également en même temps. Pendant la même visite, ça peut également être tout à fait acceptable. Alors, documenter clairement quel vaccin est administré à quel endroit, c'est très important. Et bien entendu, à quel moment, et signaler tout événement indésirable, inhabituel ou inattendu. C'est toujours très important lorsque vous administrez un vaccin. Et je vous indique ici le lien ou pour le signalement des effets secondaires, vous pouvez contacter votre autorité de santé publique. Alors ensuite, s'agissant de la préparation pour la saison de grippe ou des virus respiratoires, il s'agit de savoir comment rejoindre votre unité de santé publique ou votre autorité de santé publique. Assurez-vous de connaître les bonnes personnes contacts, comment les rejoindre, y compris le soir et à la fin de semaine, et comment les contacter si vous soupçonnez qu'il pourrait y avoir une flambée de virus ou si vous avez un cas confirmé de grippe ou de COVID-19 diagnostiqué dans votre établissement. Une fois que lorsque vous aurez été en contact avec votre unité de santé publique, tout résident malade doit être isolé dans leur propre chambre. Les précautions doivent être utilisées lorsque vous leur prodiguez des soins, masques, protection des yeux, etc., blouse. Il faut s'assurer que les résidents dans les foyers de soins de longue durée ne se présentent pas nécessairement toujours des symptômes classiques d'influenza que nous avons décrits auparavant ou de COVID-19. Donc, il y aura peut-être des gens qui semblent généralement malades, mais de façon générique, ils ne mangent pas comme d'habitude ou sont peut-être plus susceptibles de faire des chutes. Même si vous ne voyez pas donc les symptômes respiratoires classiques. Si vous avez des membres du personnel qui sont malades, doivent être envoyés chez eux et testés pour voir s'il y a une présence de COVID ou de virus ou d'influenza ou de virus respiratoire. Vous pourriez également commencer un formulaire de liste pour suivre tous les cas possibles parce que les autorités de santé ou l'unité sanitaire va vous demander ces informations. Alors ensuite, un exemplaire donc d'un formulaire de liste. C'est là où vous indiquez le nom du résident ou de l'employé dans la colonne de gauche et puis ensuite donc quelques renseignements sur leur emplacement dans l'établissement, ensuite les symptômes, les complications, les prélèvements, les diagnostics et les traitements. Alors, donc, vous pouvez inscrire tout cela sur le même formulaire. Cela va aider l'unité de santé publique à comprendre ce qui se passe lorsque vous les contactez au sujet d'une flambée potentielle. Alors, diapositive suivante. Il s'agit de parler de tests. Vous pouvez tester donc pour déceler le virus du SRAS-CoV-2, de l'influenza, d'autres virus, en général avec le même écouvillon. Donc, vous devez déterminer avec votre unité de santé publique locale exactement qu'est-ce qui fera l'objet des tests et on vous informera alors de ce que vous devez demander au niveau des analyses dans une flambée. Mais en général,
du moins, COVID-19, l'influenza, le virus respiratoire syncytial, ce sont les éléments qui feront l'objet d'analyse lorsque des écouvillons seront testés. Alors, c'est important de se préparer pour les tests. Si vous allez les réaliser dans le foyer, assurez-vous que les écouvillons que vous avez sous la main ne sont pas expirés, qu'il y a des personnes qui ont une formation appropriée pour prélever les écouvillons. Donc, qui contacter pour le prélèvement des écouvillons? À qui prélever les écouvillons? Comment prélever les écouvillons? Comment transporter les écouvillons au laboratoire? Comment les transporter? Donc, comment saisir les informations appropriées sur le formulaire de demande et y compris une personne contact dans l'établissement afin que vous puissiez obtenir des résultats, transmettre des résultats en temps utile. Il se peut qu'il y ait d'autres tests qui soient recommandés. Si vous avez une flambée de COVID-19, il se peut que les autorités de santé publique vont recommander que toutes les personnes dans l'établissement ou dans les services affectés soient testées afin que vous connaissiez la mesure dans laquelle la COVID-19 est présente dans l'établissement. Nous ne le faisons pas dans la même mesure s'il s'agit d'une flambée d'influenza, mais s'il y a d'autres éléments, il se peut très bien qu'il soit recommandé de tester de nouveaux cas. Ils se présentent parce que même si vous pensez qu'il y a une flambée d'influenza dans votre établissement, il se peut qu'un nouveau virus émerge ou qu'il y ait une co-infection. Donc, il faut continuer de tester pour vous assurer de ne pas vous trouver en présence d'une flambée de COVID-19 parallèle. Donc, vos autorités de santé publique vont vous formuler des recommandations quant à la mesure à prendre si de nouveaux cas continuent d'apparaître et sur la manière de tester pour déceler les infections dans ce genre de cas. Ensuite, dans la préparation à la saison des virus respiratoires, il s'agit d'avoir un plan de gestion des éclosions et une équipe de gestion des éclosions. Il faut savoir qui contacter au sein de l'établissement en cas de suspicion de cas ou d'éclosion avérée, déterminer qui va faire partie de l'équipe de gestion, y compris aux responsables de santé publique locaux, déterminer comment les réunions seront menées. C'est très, très important d'avoir des réunions. C'est très, très important de réunir tout le monde pour parler de ce qui se passe, pour s'assurer que tout le monde est sur la même page. Donc, déterminer qui va présider, qui va dresser le procès verbal, comment celui-ci sera distribué et surtout qui va faire le suivi en cas de si des mesures s'imposent. Et puis, c'est important d'avoir des réunions ultérieures. Donc, si l'éclosion ne se limite pas, s'il y a des questions inhabituelles qui sont soulevées, il faut que vous ayez un plan pour travailler de façon efficace pour gérer la situation. Il faut également préparer, surtout dans le cas des flambées de grippe, c'est l'utilisation de médicaments antiviraux. Donc, dans des établissements fermés ou lorsque les résidents sont stables, comme dans des foyers de soins de longue durée ou des résidences pour aînés, nous utilisons des médicaments antiviraux pour contrôler la flambée. Il s'agit de médicaments. Bon, c'est comme un médicament antiviral tue la bactérie. Un médicament antibactérien tue la bactérie. Un médicament antiviral ne tue rien, mais empêche la réplication du virus. Si vous les utilisez pour le traitement, si le traitement intervient rapidement, les médicaments vous empêcheront de devenir plus malade que vous ne l'êtes. Et si vous les utilisez pour la prévention, cela veut dire que vous commencez à prendre le médicament et si vous êtes exposé au virus, eh bien, le virus de la grippe ne va pas se repliquer davantage. Alors, nous avons tendance à utiliser les antiviraux dans les flambées d'influenza pour traiter les résidents malades, pour empêcher qu'ils ne tombent davantage malades qu'ils ne le sont. Mais nous avons tendance à administrer des médicaments antiviraux aux résidents qui ne sont pas malades dans les flambées d'influenza afin qu'ils ne tombent pas malades s'ils sont exposés au virus. Pour les membres du personnel, cela s'applique aux membres du personnel qui ne sont pas vaccinés. Cela peut changer, mais pour l'instant, seuls les membres du personnel non vaccinés. Les médicaments antiviraux que nous utilisons sont en général l'oseltamivir, qui est administré par voie orale. D'autres médicaments existent, mais ils ne sont pas aussi faciles à utiliser. Si vous devez administrer l'oseltamivir chez les femmes enceintes, les membres de votre personnel qui sont enceintes, non vaccinés, il peut être utilisé à tout âge. Le médicament est utilisé pour le traitement, auquel cas il est administré 2 fois par jour pendant 5 jours, ou à titre préventif pour les résidents non malades. Lorsque vous savez que vous êtes en présence d'une éclosion, le médicament est alors pris 1 fois par jour jusqu'à la fin de l'épidémie ou parfois pendant 10, parfois 14 jours.
votre unité de santé publique locale va vous donner des instructions. Les effets secondaires courants de l'oseltamivir, c'est un médicament très sécuritaire. Le seul effet secondaire connu, ce sont les nausées et les vomissements, et on peut atténuer ces effets en prenant le médicament avec de la nourriture. Donc, il est très important de commencer la prise d'oseltamivir dès que l'on se rend compte qu'il y a une flambée de grippe dans l'établissement. Pour ce faire, vous devez réaliser une planification à l'avance, soit des directives médicales afin de pouvoir administrer aux fins de traitement et de prévention, ou bien la capacité de réaliser des commandes individuelles. Il faut que vous sachiez comment communiquer avec votre fournisseur de soins primaire en cas d'éclosion aussi rapidement que possible, et également pouvoir contacter votre pharmacien. C'est très important pour pouvoir obtenir les médicaments aussi rapidement que possible. Donc, votre pharmacien, vous devez pouvoir rejoindre votre pharmacien, y compris la nuit, les fins de semaine, les jours fériés, afin que vous puissiez obtenir le médicament antiviral oseltamivir pour les flambées de grippe. Ensuite, la cohorte. Donc, dans la mesure du possible, les résidents malades doivent être placés dans une chambre privée, si possible. Si ce n'est pas possible, les résidents ayant le même diagnostic peuvent être placés dans la même chambre. Donc, si vous savez que 2 personnes sont atteintes de COVID-19, vous pouvez les mettre dans la même chambre si c'est la seule option. Mais il ne s'agit pas de mettre dans la même chambre une personne qui a la grippe et une personne qui a la COVID-19 parce qu'ils vont s'infecter réciproquement. Donc, il s'agit de réunir dans la même cohorte uniquement les personnes ayant le même diagnostic. Vous pouvez également réunir en cohorte donc, le personnel s'occupant ainsi des personnes malades ayant le même diagnostic et non pas des personnes non malades, soit pendant le même quart, soit pendant l'éclosion. Vous pouvez essayer cela également. Ensuite, la communication. C'est très important de savoir comment communiquer le personnel clé de l'établissement et puis comment s'assurer que tout le personnel sait ce qui se passe en ce qui concerne l'éclosion, comment les résidents, les familles sont informés. Il faut également informer les autres centres d'hébergement qu'il y a une flambée dans votre établissement, ainsi que les établissements de soins de santé, les services d'urgence. Surtout si vous les faites venir, il faut que l'on sache qu'il existe une éclosion. Vous devez également savoir si votre unité de santé publique affiche de l'information sur son site web et avoir un plan pour les médias. Est-ce que vous allez proactivement rejoindre les médias en cas d'éclosion ou si vous allez être disponible pour réagir aux questions et qui va parler donc au nom de l'établissement en cas de demande de médias et le tout en consultation avec votre unité de santé publique parce que les médias communiquent souvent avec l'unité de santé publique et le foyer pour obtenir des informations. Donc, il s'agit de coordonner la réponse. Donc, voilà pour les préparatifs. Je voudrais à présent rapidement, car je sais que le temps passe rapidement et que nous voulons pouvoir pouvoir répondre à vos questions. Donc, nous allons peut-être sauter, parler peut-être un peu des doses de rappel. Nous allons passer à la diapositive 25. Bon, voilà. Alors, nous savons que le vaccin contre la COVID-19 donne d'excellents résultats dans la protection contre la COVID-19. Mais ce que nous avons remarqué plus récemment, c'est qu'il y a eu une baisse de la protection offerte par les virus contre la COVID-19 au fil du temps. Donc, vous pouvez constater sur ces diapositives qu'il y a une diminution de l'efficacité du vaccin pour les souches Delta et non Delta pour les infections par la COVID-19 dans cette étude aux États-Unis. Mais à la droite, la protection contre les formes graves de la maladie qui entraînent une hospitalisation se maintient avec le temps. Et cela, c'est à cause de cette baisse de la protection au fil du temps attribuable aux infections symptomatiques que nous reconnaissons qu'il pourra être nécessaire d'administrer un rappel dans certains établissements, surtout les foyers de soins de longue durée et les milieux de vie commune pour les aînés. Alors, pour cette raison, à cause de la baisse de la protection, nous savons qu'il peut y avoir une atténuation de la protection contre la transmission. Donc, les personnes qui sont infectées peuvent propager l'infection. Et c'est pourquoi il est très important que même si toutes les personnes de votre établissement sont vaccinées, des mesures soient prises afin de prévenir l'introduction d'éclosions, lesquelles peuvent
dans certains cas, causer des formes graves de la maladie. Il faut toujours prendre les précautions appropriées, y compris le port universel du masque, puisque nous assistons à une légère baisse de la protection contre l'infection. Il peut toujours se produire une transmission, donc ces précautions sont très importantes. Voilà pourquoi il est recommandé d'administrer une dose de rappel pour les personnes immunocompromises. Le Comité consultatif national de l'immunisation a demandé une dose supplémentaire. Ce n'est pas vraiment une dose de rappel pour eux. Nous savons que le vaccin ne fonctionne pas aussi bien. Donc, nous administrons une dose, les personnes immunocompromises, cette dose supplémentaire peut être administrée au moins 28 jours après la dose précédente. Mais pour la plupart des gens dans les foyers de soins de longue durée et résidences pour aînés, on offre une dose de rappel. Donc, la protection est bonne, mais la protection s'atténue au fil du temps et donc, on administre une dose de rappel pour renforcer la protection. Nous avons constaté que le vaccin Moderna semble offrir une réponse légèrement meilleure au niveau des anticorps, une plus grande efficacité que le vaccin Pfizer. C'est un élément à prendre en compte lorsqu'on songe à la dose de rappel. Mais les deux vaccins sont très efficaces pour le rappel. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, mais le vaccin Moderna est légèrement plus efficace, potentiellement à la dose intégrale de 100 microgrammes. On l'a dit, les vaccins peuvent être administrés à tout moment, donc avant ou après ou avec tout vaccin antigrippal. On envisage à présent des doses de rappel pour d'autres âges et groupes à risque. Vous voyez que les doses de rappel qui sont proposées dans certains pays, donc certains offrent des doses de rappel à 50 ans et plus, comme au Royaume-Uni, 65 ans et plus, comme aux États-Unis, ou 12 ans et plus, comme en Israël. Tout le monde a une dose de rappel parce qu'il y a eu donc une éclosion à grande échelle. Nous savons également qu'il y aura des vaccins qui seront bientôt disponibles pour les enfants de 5 à 11 ans. Il s'agit du tiers de la dose utilisée chez l'adulte. Il y a une nouvelle formule qui sera disponible pour le vaccin Pfizer pour les enfants. Nous prévoyons que ce vaccin sera disponible lorsque le vaccin sera autorisé, vraisemblablement au cours des mois à venir. En novembre, il est vraisemblable que nous aurons une autorisation pour le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. Il y aura une nouvelle formulation pour l'administration et Moderna va sans doute emboîter le pas un peu plus tard. Enfin, il y a d'autres interventions que nous surveillons qui peuvent aider dans la lutte contre la COVID-19. Il y a un médicament qui s'appelle le molnupiravir qui contribue à traiter la COVID-19 s'il est administré rapidement après l'apparition des symptômes. Et ce médicament pourra être utilisé approuvé pour l'utilisation. Il réduit la possibilité qu'une personne atteinte de COVID-19 soit hospitalisée. Cette réduction est de l'ordre de 50%. Il y a un autre produit, le AZD 7442, c'est un produit expérimental qui offre une protection passive contre l'infection. Donc, outre le vaccin, vous pourriez éventuellement administrer ce produit qui offre jusqu'à 1 année de protection contre l'infection par la COVID-19. Dans un milieu, 77%, il y a une réduction de 77% du risque de contracter la COVID à 6 mois. Donc, il s'agit d'un produit qui s'ajoute au vaccin et qui pourrait être approprié pour ceux qui ne répondent pas bien au vaccin. On l'administre donc avec la vaccination, ou bien il se peut que ce produit soit pertinent pour les personnes qui présentent un risque accru. Il ne s'agit pas d'un vaccin proprement dit, c'est une protection passive, mais ce produit pourrait être utilisé dans l'avenir pour les personnes âgées fragiles ou particulièrement âgées comme une stratégie supplémentaire pour prévenir l'apparition de la grippe. Alors donc, je serai heureuse de répondre aux questions. Merci, Dr. Warshawski. Nous avons beaucoup de questions et nous avons un bon quart d'heure pour la discussion. Alors, première question, Dr. Andy Pekar. Diapositive 13,
diapositive qui énumère les complications de la grippe, vous citez un chiffre de décès attribuable à la grippe. Est-ce que ce chiffre est basé sur des certificats de décès qui identifient la grippe comme cause de décès ou est-ce que c'est un chiffre tiré de modélisation? Très bonne question. 3500 décès chaque année, c'est une estimation basée sur des modélisations. Ce n'est pas basé sur les cas de grippe confirmés en laboratoire. C'est basé sur la différence entre décès hors de la saison de la grippe par rapport aux saisons pendant lesquelles la grippe circule. On utilise cet écart au niveau des décès pour modéliser le nombre prévu. Et bien sûr, chaque année, ça peut être différent. On sait que quand la H3N2 circule, cela a tendance à affecter les aînés davantage que la H1N1. Il y a donc davantage de décès dans une saison H3N2 que dans une saison H1N1. Il s'agit d'une estimation approximative du fardeau de la grippe. Merci. Question suivante. Quel document peut-on consulter qui précise que les vaccins contre la COVID-19 et la grippe peuvent être administrés en même temps sans restriction ni intervalle minimum? Le Comité consultatif national sur l'immunisation affiche ses énoncés. Il y a un énoncé général qui comporte une bonne partie de ces informations. Autrefois, il a été précisé qu'il fallait séparer le vaccin contre la COVID et d'autres vaccins de 14 à 28 jours. Cela a été modifié il y a un mois environ. À présent, le CCNI précise que les deux peuvent être administrés en même temps. Rendez-vous sur le site du Comité consultatif national sur l'immunisation. Sur l'administration simultanée, il est précisé qu'on peut administrer ces vaccins le même jour ou avec un intervalle, quel qu'il soit. L'intervalle n'est plus obligatoire. Très bien. Une autre question du Dr. Paccard. Est-ce que vous connaissez des études sur la réaction des personnes atteintes de démence aux personnes au port de masques et de blouses par le personnel? C'est une excellente question. Je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas. L'absence d'expression du visage peut être différente, mais je ne connais pas, je ne suis pas au courant de la présence de littérature. Bon, peut-être certaines personnes participantes connaissent des études qu'elles peuvent partager avec le docteur Picard dans la boîte de dialogue. Ensuite, est-ce que nous nous préoccupons des effets secondaires attribuables à l'administration des deux vaccins en même temps? D'avoir mal à deux bras, ça peut être très désagréable pour certains résidents. Quand on a étudié les vaccins ensemble, il n'y a pas d'impact sur la réponse immunitaire. Donc, la réponse immunitaire est semblable lorsque vous administrez les vaccins ensemble et le profil d'effet secondaire est généralement semblable. Mais ceci étant dit, bien sûr, vous avez un mal au bras à cause du vaccin contre la COVID-19 et un mal au bras à cause du vaccin contre la grippe. Et bon, les adultes aînés ont tendance à avoir moins d'effets secondaires parce que leur réponse immunitaire est moins vigoureuse. Donc, les vaccins ne sont pas aussi réactogènes, il y a moins d'effets secondaires. Mais oui, il est possible d'avoir des effets secondaires, constater des effets secondaires suivant l'administration des deux médicaments. Et oui, on pourrait effectivement avoir mal aux deux bras. Question de l'Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick. Mes familles comptent sur moi pour vérifier l'innocuité d'administrer les deux doses. Je ne suis pas disposé à dire que c'est acceptable. Pourriez-vous me fournir des données montrant que les études cliniques ont été réalisées? Bon, l'étude principale qui est citée, vous pouvez regarder le site du Comité consultatif national sur l'immunisation. L'étude principale est réalisée par Lazarus, qui a été réalisée au Royaume-Uni. On a administré divers vaccins contre la grippe avec le vaccin AstraZeneca et le vaccin Pfizer. Et c'est de là que proviennent les données montrant que la réponse immunitaire ne semble pas être affectée et que les effets secondaires sont semblables. Cette étude a été réalisée après la deuxième dose. Donc, ici, il s'agit d'une troisième dose. Donc, il n'existe pas de données à ce sujet, mais généralement, on considère qu'il est possible d'extrapoler de la deuxième à la troisième dose. Alison Bell déclare, au Manitoba, nous avons une boîte de chaque dose d'antiviral pour commencer le traitement immédiatement jusqu'à ce que la pharmacie fournisse le reste. Donc, il s'agit de plusieurs stratégies. Excellente idée. Si votre pharmacie vous le permet, vous pouvez certainement commencer dès que possible les antiviraux. Puisque les antiviraux, plus rapidement vous les administrez pour le traitement, plus rapidement, plus vous allez aider les gens à
de pas tomber gravement malade, mais vous allez également réduire la transmission très rapidement avec le jeûne. Plus longtemps ça vous prend pour obtenir de l'antiviral, plus rapidement le virus va se propager. Et si vous pouvez obtenir l'antiviral très rapidement, vous pouvez étouffer cette éclosion de l'œuf. Bon, un autre commentaire donc, de l'association. Donc, est-ce que vous pourriez envoyer le lien à cette étude? Je crois que mon équipe partage le lien avec la recommandation du NNCI. Dr. Wachowski, si vous pouviez nous envoyer le lien avec cette étude, nous pouvons l'envoyer, le communiquer. Et pour confirmer qu'il n'y a pas d'étude que je peux donner aux familles montrant que la troisième dose et le vaccin contre la grippe ont été testés ensemble. Non, pas à ma connaissance, non. Cependant, il y aura une expérience réelle parce qu'aux États-Unis, c'est en cours d'administration, donc nous allons pouvoir disposer de données réelles. Et bien sûr, on va commencer à le faire chez nous aussi. Très bien. Alors, un commentaire. Au Nouveau-Brunswick, le délai entre le test de COVID-19 et le résultat peut être de 7 à 14 jours. Est-ce que c'est le cas dans d'autres provinces? Et l'impact sur la possibilité de faire un suivi. Ensuite, le docteur Picard demande, pouvez-vous confirmer que les vaccins contre la COVID ne sont pas cultivés dans l'œuf? Oui, les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas cultivés dans l'œuf. Les technologies disponibles pour les vaccins actuels contre la COVID-19 sont toutes, soit il s'agit de vaccins à ARMN ou un vaccin à vecteur viral. Le principe d'un vaccin est un vaccin à ARMN, c'est une technologie différente de celle que nous avons utilisée auparavant. Nous administrons le code génétique pour la protéine extérieure. Donc, notre corps fabrique la protéine. Ensuite, nous avons une réaction immunitaire. Tandis que la plupart des autres vaccins, nous administrons la protéine elle-même. Alors, puisque c'est le code génétique que nous transmettons, il n'y a pas du tout d'œuf dans les vaccins à vecteur adénoviral ou à ARMN. Une autre question, quand une résistance accrue au vaccin contre la grippe, le vaccin contre la COVID-19 peut susciter une polarisation. Est-ce que vous prévoyez le même genre de réaction au vaccin contre la grippe cette année? Mais nous savons que la grande majorité des gens ont reçu le vaccin contre la COVID-19. Nous savons que c'est très important. Les personnes qui ne reçoivent pas leur vaccin sont les personnes qui, malheureusement, tombent très, très malades. On entend parler de gens qui, étant très malades et aux soins intensifs, regrettent de n'avoir pas été vaccinés. Je crois que de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il faut qu'ils soient vaccinés contre la COVID-19. En général, le vaccin contre la grippe est moins accepté parce que la plupart des gens considèrent la grippe comme étant une maladie bénigne, mais ce n'est pas le cas. Quiconque travaille ou habite dans un milieu de vie commune des personnes âgées doit absolument se faire vacciner chaque année. Il ne s'agit pas d'être la source de l'introduction de la grippe. Il faut être vacciné contre la grippe et la COVID-19. Il ne faut pas être la source d'introduire l'un ou l'autre de ces virus dans l'établissement. Protéger les résidents en les vaccinant contre les deux et en protéger le personnel afin que le personnel n'introduise ni l'une ni l'autre des maladies. C'est toujours très important de protéger le personnel parce que les résidents, vous savez, leur système immunitaire ne sont pas aussi robustes avec l'âge. Donc, surtout pour le vaccin contre la grippe, ils n'ont pas une réaction immunitaire aussi vigoureuse que les personnes plus jeunes et plus saines. Donc, en protégeant le personnel, vous offrez une protection supplémentaire pour les résidents. Très bien. Alors, concluons sur une note positive. Avez-vous entendu parler de solutions novatrices pour rendre les vaccins contre la grippe plus accessibles aux personnes habitant ou travaillant dans des milieux de soins de longue durée, cliniques de vaccination, etc.? Bon, ça fait des années et des années. Bon, en général, les résidents dans les foyers de soins de longue durée, les milieux de vie collective, communes, sont tout à fait disposés à être vaccinés contre la grippe. Et tout comme le vaccin contre la COVID, le taux d'adoption a été le plus élevé parmi tous les groupes. Alors, pour la grippe, c'est un défi pour le personnel. Donc, au niveau
des campagnes de vaccination, oui, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être essayées, des expériences qui ont été faites. Pour les aidants, c'est assez facile. Assurez-vous d'avoir le consentement pour distribuer le vaccin dans les établissements. Soyez accessibles pour le personnel. Le fait d'avoir pour administrer le vaccin dans l'établissement, quel que soit le cadre de travail, organiser des concours, faire en sorte que les cadres deviennent des modèles. Et puis, il y a également des stratégies plus coercitives. Les gens qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas travailler, parfois, à moins de prendre des antiviraux dans des cas de flambée de grippe. Ce sont d'autres leviers qu'on peut utiliser, mais vraiment, la sensibilisation, l'accès, s'assurer que le personnel comprend les avantages. Parce que si l'on est exposé à la grippe dans un établissement et qui tombent malades, ils peuvent également rapporter le virus à leur famille. C'est donc très important de favoriser les deux vaccins et d'utiliser plusieurs stratégies, concours, accès facile et sensibilisation. Très bien. Bon, il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de dialogue. Merci beaucoup pour ce survol. Excellente présentation. Beaucoup de renseignements très pratiques sur la double pandémie que l'on redoute, grippe et COVID-19. Merci, docteur, d'avoir passé l'heure qui vient de s'écouler avec nous. Nous avons une série de séances d'apprentissage virtuelles. Donc, la prochaine a lieu le 15 novembre pour blessures et détresse morale avec Marianne Notariani et Fardous Hosseini du Centre d'excellence sur le syndrome de stress post-traumatique. Et ensuite, notre caucus SLD+, est le 28 octobre, de 14h à 15h30. Nous allons faire une mise à jour sur Essentiel Ensemble pour les partenaires de soins essentiels animés par Carol Hancock et Shoshana Engelberg d'Excellence en Santé Canada. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à bientôt.